ceux qui étaient déjà là depuis ce matin ont essayé de suivre ce qui est écrit là-haut. Ne le faites pas parce que c'est un coup à devenir épileptique, hein. Donc, puis à se dire, on est complètement con, on comprend rien. Voilà, donc c'est pas encore complètement au point, ce système. C'est tout ce qu'on dira. En revanche, nous sommes au point et nos intervenants également. Donc, je vous remercie d'être présents pour cette avant-dernière table ronde de la journée. Euh, on- Serrez-vous, tous ceux qui n'ont pas de place, mettez-vous. Non, parce que comme c'est enregistré, voilà, qu'on fasse croire qu'il y a beaucoup de monde. C'est incroyable ce monde, on dirait un concert de Johnny. Enfin bref. Bien, donc moi je m'appelle Rémi Chal, je suis directeur général d'EdTech France. C'est une photo du temps où je portais encore des cravates, c'est-à-dire je n'étais pas encore dans la EdTech. Et j'ai le plaisir de vous présenter des gens qu'on ne présente plus. Donc du coup, ils vont le faire eux-mêmes. Et comme on est un petit peu en famille, on ne va pas faire comme à la télé, on ne va pas faire semblant de se vouvoyer, donc on va se tutoyer les uns les autres. Donc, Claude, puisque tu as un micro, on va commencer par toi. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Claude Terrosier. Je suis la fondatrice de Magic Makers, une start-up qui est plus tellement une start-up maintenant, qui apprend aux enfants primaires, collèges, lycées à programmer, à créer leurs propres jeux, à créer des robots, et à acquérir, au-delà de la maîtrise du code, qui déjà en soi est un pouvoir sur la technologie, à acquérir une capacité à apprendre dans un environnement technologique qui change. Voilà, très très résumé. Oui, mais on va revenir dessus. Lola, à toi. Alors pareil, très très résumé. Bonjour, je m'appelle Lola Kayat. Je suis la leader et Goodwill ambassadeur de l'association La Handitech, qui est une association qui fédère et coordonne tous les acteurs innovants et tech au service du handicap. Philippe, alors, tu as un titre là, qui est tellement long qu'on Ouais, a donc failli je vais devoir résumer. changer Donc, la mise en Philippe page. Agevelos, donc du ministère de l'Éducation nationale à la direction du numérique pour l'éducation et plus précisément au service du développement du numérique pédagogique. Voilà. Merci à tous les trois de cette brève présentation. Alors le titre de la table ronde est un peu volontairement provocateur. Soutenir les startups visant à inclure les élèves, mais pourquoi? J'ai envie de dire que la réponse est peut-être déjà dans la question. Alors pourquoi est-ce que le numérique en particulier peut jouer un rôle pour l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers ou pour l'inclusion des élèves de manière générale? Claude, par exemple, puisque tu es la start-upeuse. Bah, je vais commencer parce qu'en plus, moi, je vais couvrir seulement une partie de la problématique d'inclusion. Parce que je laisserai tout le sujet qui est plus autour des handicaps, ou sur lequel nous, on n'a pas l'opportunité. Enfin, on n'est pas, parce que déjà, en fait, moi, quand je me suis intéressée à l'apprentissage de la programmation, à l'époque, ça n'existait pas, hein, c'était pas encore dans les programmes scolaires. C'est rentré en 2016. Et pour moi, il est évident qu'on est sur un enjeu de citoyenneté, parce que le numérique est en train de transformer la société, que si on ne comprend pas ce qui se passe avec le numérique et si on ne se sent pas capable de l'utiliser pour mener à bien des projets, on se ferme énormément de portes. Ça, c'est une réalité actuelle et c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur, en fait. Et donc, donc pour moi, il y a vraiment une espèce d'urgence. Moi, je ressens une forme d'urgence, je ne sais pas si tout le monde la partage, mais une forme d'urgence à donner à tous les citoyens le pouvoir sur la technologie, à remettre ça comme quelque chose au service, et comprendre que quand on utilise quelque chose, ça a été fait par quelqu'un avec une intention, avoir une idée de ce que ça peut donner, et surtout être capable, quand on est confronté à un problème, de mettre en place une solution. Et ça veut dire être capable de faire un site web, une application, parce que, à contrario, le numérique, ça donne du pouvoir, ça permet de démultiplier l'impact qu'on a sur le monde. Pour moi, il y a une espèce d'urgence. Et donc là, ça tire la problématique d'inclusion. Parce que pour moi, on parle d'un enjeu de citoyenneté, ça veut dire qu'on doit le rendre accessible à tous. Je vais raconter très très rapidement mon histoire pour expliquer comment je vois la problématique d'inclusion et d'inclusion sociale. Surtout que tu es le profil type du entrepreneur tech, Claude. Un homme, jeune, blanc. Voilà, je suis ravi de t'entendre sur la question de l'inclusion. Effectivement, je suis une femme, j'ai plus de 40 ans et je viens de Guadeloupe. Bon, après, ma mère était prof, donc vous voyez qu'en réalité, je partais déjà avec un avantage dans la société. Néanmoins, j'ai quand même passé mon bac en Guadeloupe et fait ma... Enfin bref. Non, mais c'était pas cette part de mon histoire que je voulais raconter. La part d'histoire que je voulais raconter, et ça, c'est une part où je suis contente d'avoir Philippe à ma droite. Il sait ce que j'en pense, mais je vais le redire devant tout le monde. La part d'histoire que je veux raconter, c'est que quand moi j'ai eu cette idée, voilà, il faut rendre le code accessible à tout le monde. Donc à l'époque, il n'y avait pas de pédagogie, hein, c'était le sujet. Donc moi, j'ai travaillé sur comment on le fait, comment on fait faire des choses ludiques, qui ont du sens, comment on rend la technologie accessible à des gamins de 7-8 ans, des adolescents et plus, sachant que
pour la plupart des gens dans la société française et ailleurs, c'est incompréhensible. On se dit c'est trop compliqué, j'y arriverai pas. En fait, non, il n'y a rien de compliqué qu'on ne puisse rendre simple. Moi, j'ai travaillé sur cette histoire de pédagogie, quelle activité, quels outils, comment on le fait pour que ça apporte des choses. Et une des choses qui m'a fendu le cœur, encore une fois, je le redis, ma mère, elle était prof, elle a été inspectrice de l'éducation nationale, elle a fini inspectrice d'académie en Guyane. Moi, j'ai fait toutes mes études. Je suis un pur produit du système français. Hein, j'étais dans le système public, j'ai fait une prépa, une école d'ingé, donc la méritocratie. Eh ben, n'empêche que ma start-up, je l'ai fait en dehors et j'ai fait des ateliers extrascolaires payants pour les gens qui avaient les moyens, mais surtout pour les gens qui... Dans avoir les moyens, il y a la partie financière et puis il y a aussi avoir les moyens de se rendre compte que c'est important et l'opportunité de décider que je mets mes enfants pour apprendre ça et d'agir, en fait, hein, de le faire. Et je l'ai fait parce que j'ai trouvé ça extrêmement compliqué d'innover avec et dans l'éducation nationale. Et donc, aujourd'hui, un Magic Maker, ça fonctionne très bien. On a 1600 enfants qui sont inscrits à l'année du primaire au collège, à Paris, proche banlieue, à Bordeaux. Mais en ce moment, moi, la question qui me travaille, c'est comment ce que je fais, ça contribue à réduire la facture numérique au lieu de l'augmenter. Aujourd'hui, de fait, j'augmente la facture numérique, puisque je fais mes ateliers pour des gens qui peuvent payer. Et donc, en ce moment, je travaille énormément sur ce sujet-là. Notamment, j'espère bien arriver à faire des choses avec les collectivités pour pouvoir créer des centres Magic Makers extrascolaires, mais accessibles à tous, subventionnés. Mais il me reste cette question, Philippe, de comment cette compétence qu'on a bâtie, cette innovation qu'on a bâtie à l'extérieur de l'éducation nationale, on peut aider l'éducation nationale à la réintégrer. Parce que même si le code est rentré dans les programmes scolaires, depuis la rentrée 2016, il y a de la programmation dans les programmes à partir de la 5e. Et il peut y avoir une épreuve de programmation sur Scratch qui tombe au brevet. C'est enseigné, je ne vais pas dire que c'est censé, je veux dire c'est enseigné par les profs de maths ou de techno. Il y a un énorme renforcement qui va être lancé là, pour le lycée à la rentrée en termes d'options dès la seconde et de cursus là, sur les 3 années. Donc, sur le papier, c'est super. La vérité, c'est mettez-vous à la place des enseignants qui n'ont pas été formés à ça et qui doivent se former rapidement. Enfin, comment, nous, la compétence qu'on a acquise d'être capable d'expliquer à un adulte comment enseigner le code, quelle activité faire, quel matériel utiliser, comment faire pour que ça marche quand ça ne marche pas, comment ça, on peut aider à le réintégrer, à le réinjecter pour que ce soit vraiment un facteur d'inclusion sociale et pas d'exclusion. Alors après la fracture numérique, la facture numérique, Philippe, ça va être pour toi. Moi, quand je suis arrivé dans le monde de la tech il y a quelques mois, on m'a dit, tu vas voir, super, tous les gens sont sympas, bienveillants, partout, y compris au ministère. C'est plein d'investisseurs qui n'investissent pas et d'acheteurs qui n'achètent pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vendre? Comment est-ce qu'on fait pour que le ministère achète? D'accord. Alors moi, je ne suis pas Philippe Ajuelo, c'est la preuve, c'est que Philippe Ajuelo fait une barbe. Moi, j'en ai pas, donc c'est pas moi. Alors je suis content d'avoir... Claude est content de m'avoir à sa droite. Moi, je suis content d'avoir Claude à ma gauche. Je vais me tourner à ma droite s'il y a une solution. Il n'y en a pas. Donc je vais répondre, mais je vais répondre en 2 temps. Je vais répondre à la problématique de Claude, mais je vais répondre aussi à la problématique qui a été posée de savoir en quoi le numérique pédagogique va servir à tout le monde. On a vécu pendant des décennies sur le mythe que le prof devait amener une classe à l'homogénéité. Alors qu'en réalité, on sait très bien que le quotidien des professeurs, c'est de gérer une hétérogénéité de situations, d'élèves, et de handicap, de problématiques. Bon. Et donc, le numérique pédagogique, d'une façon générale, et les EdTech en particulier, apportent des solutions qui permettent de justement prévoir des parcours personnalisés, des parcours différenciés. Et donc, dans ces parcours différenciés, on a aussi la problématique de l'école inclusive. Alors, tout à l'heure, il y a marqué... Ah non, il n'y a pas marqué. C'est dommage parce que tout à l'heure, il y a marqué école inclusive, il y a marqué all inclusive. Je dis, tiens, c'est marrant parce que c'est ça qu'on devrait obtenir, c'est all inclusive. Donc, du coup, pour revenir à ce qu'a dit Claude, et pas échapper à la question, comment on fait? D'abord, c'est long. C'est très long parce que la réalité, c'est qu'on n'embarque pas uniquement des élèves et des quelques profs. On doit embarquer 800 000 profs qui ont une vision différente de la pédagogie et
même de l'inclusion. C'est ça la vraie difficulté. Donc dire on va former tous les profs, c'est une possibilité, en sachant que, par exemple, dans le secondaire, il n'y a pas d'obligation de formation. Donc, s'il y a une responsabilité, c'est une prise de conscience, c'est une prise de conscience et une responsabilité collective. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu ne peux pas obliger un professeur à se former, eh bien, tu prends le risque non seulement de les mettre contre toi, mais de ne pas aboutir à ce que tu veux, c'est-à-dire les amener à une formation, enfin, en tout cas, à une pédagogie qui intègre le numérique. Alors, on a la problématique de la formation par et au numérique. Ça, c'est bien décrit par toute la doctrine. On a oublié plusieurs choses. On a oublié la formation et l'enseignement et apprendre avec le numérique. Et là, il y a un problème aussi d'employabilité de nos enfants par rapport au numérique. Et là, je reviens sur la première question, le numérique et l'enseignement, et je dirais aussi l'inclusion, c'est qu'on s'aperçoit que beaucoup des handicaps sont corrigés ou sont accompagnés grâce au numérique. Donc, et là, on a fait un peu on a essayé j'ai essayé de donner un sens à ce que je disais, dans la mesure où on va, évidemment, et ça va être long, mais embarquer les profs à enseigner avec le numérique pour des profils différents, et notamment pour le handicap, non seulement pour prendre en compte leur handicap, mais aussi pour qu'ils soient autonomes en tant que professionnels. C'est ça notre objectif. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, que fait le ministère? Donc, on achète beaucoup. Alors, je suis bien placé pour le savoir puisque je suis l'ancien directeur des achats du ministère et on a mis beaucoup d'argent pour l'acquisition des ressources, c'est-à-dire du contenu et des services associés à ces ressources. Et puis, on développe d'autres outils, l'apprentissage du français et des maths avec l'intelligence artificielle, avec un grand volet handicap, accessibilité, mais au-delà de l'accessibilité, un gros volet handicap, 10 notamment. Et dans cette démarche-là, évidemment, on embarque la formation. Je pense qu'on sera obligé à un moment, d'ailleurs, ce n'est pas un secret, on l'a déjà dit, de proposer, soit dans les plans nationaux de formation, soit dans les plans académiques de formation, des formations au numérique et l'acculturation l'enseignement du numérique à l'école, par, au et avec le numérique, s'accompagne forcément de l'acculturation des profs au numérique. Et d'ailleurs, cette acculturation des profs au numérique permettra de générer un besoin, là je reviens sur le plan économique, qui va nécessiter de la part des profs de définir, de demander des ressources numériques pour enseigner, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, on a une offre de service, une offre pédagogique qui est très, très, très bonne, si on la compare même au niveau européen, voire mondial, et on n'a pas de besoin exprimé par les professeurs. Et c'est ça le problème. Une réponse. Question sur les éléments concernant l'informatique. Pensez-vous être formé sur l'informatique? Là, on a fait le EduTech et autres BRNE. On a interrogé les profs. Pensez-vous être formé sur le numérique? 75% des profs ont dit « Je pense être assez formé sur le numérique ». On sait que ce n'est pas le cas. Parce que pour eux, utiliser Word, Excel et PowerPoint pour préparer le cours, c'est être formé au numérique. Voilà, c'est ça le problème qu'on a. Alors, si je résume de manière très caricaturale vos premières interventions, il y a à la fois le numérique comme une fin, c'est l'inclusion numérique, et puis le numérique comme un moyen, c'est l'inclusion scolaire par le numérique. Alors justement, Lola, quand on a préparé cette table ronde, m'a évoqué une initiative concrète. Moi, j'aime bien quand il y a des choses si concrètes, on voit que ça marche. Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux Awabot?
Ah oui, donc Avabot, c'est une start-up du Rhône-Alpes, je crois, si je ne me trompe pas, qui est utilisée par la région Rhône-Alpes. Et c'est un robot de téléprésence, en fait. C'est quand un élève en situation de handicap ou un élève malade a besoin d'être hospitalisé plus de 2 semaines ou ne peut pas aller à l'école pendant plus de 2 semaines, la région met à disposition Avabot, qui est un robot à taille, je crois, à taille humaine avec un écran. Et l'élève peut suivre les cours en temps réel avec ce petit robot qui se met à sa place. Est-ce que ça marche pour de vrai? Ça marche. Ouais. Pour de vrai, ça marche. Et je crois que la région en est très, très heureuse. Alors, j'espère que c'est ce genre de programme qui pourra être essaimé dans toute la France, parce que ça, voilà, ça fait ses preuves et ça prouve que l'innovation est un vrai levier pour la solidarité et pour essayer de réduire ces fractures dues au handicap. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives dont tu souhaiterais nous parler Plein. que la handicap, parce que j'imagine que Handitech n'est pas que sur l'éducation. Non, pas que sur l'éducation. Alors après, j'étais en préparant cette table ronde, j'étais en train de faire un petit extract des startups qui peuvent intéresser le monde, le milieu scolaire. Mais après, j'y ai réfléchi et je me suis dit, bah, l'école, en fait, c'est aussi un bâtiment, c'est aussi un lieu où on se rend. Et là, dans ce cas-là, il y a plein de startups qui existent pour donner des moyens aux gens voilà, de se rendre dans des lieux. Il y a il y a des GPS accessibles. Il y a pour sécuriser les lieux, il y a des alarmes incendie à flash. Voilà, en réfléchissant, il y a plein de choses auxquelles nous sommes confrontés en tant que valides et on ne réfléchit pas à la fracture que ça peut être pour les gens qui sont malvoyants, malentendants et dont la difficulté est encore plus haute pour eux, quoi. On a compris qu'il y a une nécessité de soutenir ces startups qui favorisent l'inclusion scolaire et l'inclusion numérique, mais comment est-ce qu'on les soutient? On a répondu à une partie de la question. Oui, il faut le faire. Pourquoi? On y a répondu aussi, je crois. Maintenant, comment, concrètement? Philippe, est-ce que tu as d'autres pistes ou Claude? Alors, nous, on intervient, le ministère et la direction numérique pour l'éducation en particulier, très en amont, avant même que pour certaines structures, elles soient pratiquement montées. On travaille sur les projets et on accompagne ces projets via un financement qui s'appelle EduUp. Donc, Up, c'est pour usage pédagogique, même si ça fait joli. Voilà. Et pour cela, on a soutenu énormément de projets, qu'il s'agisse des projets d'amélioration d'outils pour l'accessibilité ou même des projets qui embarquaient, par exemple, je pense à un projet qu'on soutient énormément qui s'appelle Ovahome et qui concerne les objets sonores pour les enfants autistes. Et on s'aperçoit qu'en réalité, pour nous, investir de l'argent pour les handicaps, d'une façon générale, c'est investir pour l'ensemble des élèves. Parce qu'on s'aperçoit que ce qui sert aux enfants handicapés peuvent servir d'une façon beaucoup plus générale à l'enseignement des matières pour certains élèves qui ont des fois des difficultés on va parler de maturité par rapport à la matière. Voilà. Donc, quand on travaille sur tout ce qui est, en fait, clairement, tous ces prérequis cognitifs, on s'aperçoit que on va travailler ou expertiser un point qui va non seulement concerner les personnes handicapées, non seulement enfants, mais ensuite adolescents, lycéens et plus tard dans la vie active. Mais en plus, on s'aperçoit aussi que le développement de certains outils vont servir plus largement pour améliorer les résultats ou l'apprentissage ou l'ancrage mémoriel. Donc,
pour nous, c'est important d'être à ce niveau-là en amont de la réflexion. Et puis ensuite, on a accompagné, évidemment, par les appels à projets, beaucoup d'industriels ou éditeurs à améliorer leurs outils pour les rendre accessibles. Donc voilà. Et puis, ce qui nous a permis, quand on a lancé les consultations, d'obliger tous ces industriels à être accessibles. Alors, le vrai problème qu'on a actuellement, c'est que les outils sont pensés pas forcément pour être pour les handicapés. Et ensuite, c'est vrai que l'effort pour les transformer pour qu'ils soient RGA, donc référentiel général donc pour l'accessibilité, fait que le coût de développement est important ou même empêche l'éditeur ou l'industriel de développer cette solution-là. Alors nous, on essaye de convaincre en amont tout l'écosystème de penser handicap dès le début. Dès qu'on voit une start-up ou une EdTech qui vient d'éclore, on s'oriente plutôt vers donc le conseil sur évidemment le RGA. Voilà. Parce que la difficulté, c'est pas d'orienter une EdTech généraliste vers une niche supplémentaire, sachant qu'il est déjà difficile de trouver son marché. Non, parce qu'en fait, je viens de t'expliquer qu'en réalité, ce qui est réalisé pour les enfants handicapés ou les élèves handicapés va servir à tout le monde, de façon générale. Voilà. Non, mais simplement, parce que parfois le temps de l'administration, du ministère autre, n'est pas nécessairement le temps des startups, qui ont des cycles de vie relativement courts et pour qui 6 mois, c'est bien souvent une éternité. Donc, est-ce qu'il est raisonnable, on va dire la chose comme ça, de dire à un entrepreneur, ta solution paraît pertinente, mais n'oublie pas qu'il faut aussi un développement supplémentaire pour envisager la question du handicap, alors que lui, la question qui se pose, c'est est-ce que je vais déjà trouver un marché pour ma solution? Donc on revient sur la problématique initiale, c'est est-ce qu'il y a un marché? Donc Oui, ça, bah oui, c'est parce que c'est bon, quelque chose qui les taraude souvent. Hein, voilà, ça, donc, je remarque. voilà, donc en fait, le marché se construit. Clairement, le marché se construit parce que le besoin est là et que quelque part, la culturation qui a été très longue à se mettre en place se met en place. Et il y a un sens de l'histoire qui fait que on ne va pas revenir en arrière. Voilà, donc il y a une temporalité, un passage à l'échelle qui pose problème, ça c'est clair. Ouais, on essaye on y est confronté tout le temps. Hein. On n'a pas forcément les réponses seuls. C'est pour ça que malheureusement j'ai personne à ma droite, mais voilà. Et donc du coup, on travaille avec les autres ministères, on travaille avec les associations professionnelles, les associations, voilà. Donc de telle façon à ce que on trouve des solutions rapides. Je rejoins tout à fait ton analyse sur le sens de l'histoire. Et effectivement, il y a cette question de l'acculturation qui est majeure de tous, hein, et qui prend un temps qui est relativement long. Et alors justement, là, puisque j'imagine que Handitech a des initiatives aussi vers l'entreprise, est-ce que le milieu de l'entreprise est plus facile d'accès? Est-ce qu'il y a une compréhension du handicap, une appréhension du handicap qui est plus simple qu'à l'école? Euh, Je peux reformuler ma question, mais elle est encore moins claire là-haut. Hein. Est-ce que c'est plus accessible que l'école? Est-ce que le monde de l'entreprise prend plus facilement en compte la question du handicap, on va dire les choses comme ça, que l'école? Est-ce que c'est plus facile en entreprise? On va dire de plus en plus, pour être diplomate. On Non, n'est il y pas a là de, pour être il y a de diplomate. plus, c'est vrai qu'il y a de plus en plus une prise de conscience du handicap et une volonté pour que les collaborateurs en situation de handicap soient pris en compte, en fait, qu'il y ait une véritable inclusion dans leur milieu de travail, dans leur environnement, pour leur bien-être et leur productivité. Et nous, c'est vrai qu'on a plusieurs actions mises en place spécifiquement dans le monde de l'entreprise pour aider à ça. Mais c'est vraiment, voilà, je rejoins ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure. Il y a en fait il y a une prise en compte du handicap à la fin. Une fois que le produit est fait ou pratiquement fait,
Mais vous avez pris en compte le fait qu'il y aura des personnes, il y a des personnes handicapées qui ont besoin d'utiliser ça. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, on va ajouter un truc un peu à l'arrache. C'est nous, voilà, nous aussi, on est convaincus qu'il faut aller plus vers une conception universelle des choses et non pas, et peut-être pas faire une division dans la production de nouveaux produits. Faut pas oublier que le vibreur et le SMS de nos téléphones, à la base, c'était pour les personnes en situation de handicap. Donc, moi, je pense que c'est pas un marché niche. Le handicap n'est pas un marché niche, c'est un marché qui est pour 10% de la population. Ça fait quand même beaucoup. Et c'est surtout un marché qui est en plein essor et qui va être de plus en plus mis en lumière pour 2024. Donc, rejoignez-nous, on est en force. J'ai entendu ce matin dans une table ronde quelqu'un qui a dit prendre le handicap comme un levier pédagogique. Alors Claude, justement, tu m'as dit tout à l'heure que dans les ateliers Magic Makers, il n'y avait pas un produit pédagogique dédié aux enfants en situation de handicap, mais que en revanche, il vous arrivait d'accueillir des étudiants, des élèves, pardon, qui avaient des besoins éducatifs particuliers, comme on dit. Alors comment ça se passe? Effectivement, du coup, moi, je vais témoigner des mauvais élèves que sont les plupart des startups. C'est vrai que quand on a une idée et un produit, déjà, on veut le faire exister, et donc on fait le 80-20. On fait les efforts pour que ça marche, et c'est pas toujours évident de prévoir les adaptations à chaque cas spécifique. Surtout que le thème du handicap, il faut être honnête, c'est très très large. C'est extraordinaire, enfin c'est extrêmement large. Donc moi, si je prends mon cas précis de l'apprentissage du code, c'est pas la même chose d'avoir des ateliers où on peut accueillir des enfants autistes, des enfants ou des enfants dyslexiques, que d'avoir des ateliers où on peut accueillir des enfants avec des problèmes moteurs. Hein, c'est pas du tout la même problématique. Alors après, nous, en plus, c'est vrai que moi, ma vision au départ, c'était déjà juste rendre la chose accessible. Ça n'existait pas. Encore une fois, moi, quand j'ai lancé Magic Makers, apprendre à programmer aux enfants, c'était de l'ordre de l'utopie. Donc déjà, pour moi, le sujet, c'était déjà le rendre accessible au plus grand nombre. Après, nous, on a toujours eu une politique d'ouverture, c'est-à-dire qu'on a toujours accueilli ceux qui voulaient venir. Donc on a eu des enfants qui sont venus avec des handicaps moteurs, et à chaque fois qu'on pouvait, on s'est adapté. On a des enfants qui sont venus accompagnés de leur AVS, hein, des autistes. On a aussi des enfants autistes qui sont venus et les parents ne nous l'ont pas dit. Et on s'en est rendu compte au bout de 3 ateliers où ça perturbait complètement. Parce que quand vous avez un enfant qui demande beaucoup d'attention et un animateur qui ne le sait pas et qui n'est pas formé pour ça, ça perturbe tout le groupe en fait. Donc c'est un peu la limite de l'exercice. Nous, on a toujours fait de notre mieux. Puis il y a eu des cas où on a dit, là, on ne va pas pouvoir. Là, si votre enfant n'est pas accompagné de son AVS, de son aide, on ne pourra pas parce que, en fait, pour l'accommoder lui, on ne pourra pas accommoder les 9 autres. Et c'est pas de gaieté de cœur, hein, mais et encore une fois, on arrive sur une problématique où j'ai pas la solution. Ce que je trouve très intéressant, moi, des échanges qu'il y a eu avant, je retiens 2 choses. Un, il faudrait que globalement tous, on soit plus conscient au moment de la conception d'un produit, d'un service, de ce qu'on peut intégrer, qui en résolvant le problème de 10%, en fait, améliorerait la solution pour 90%. Parce que c'est un peu ce que tu dis. Moi, j'aime beaucoup l'exemple du vibreur. Après, peut-être aussi avoir conscience qu'il y a des cas qu'on ne pourra traiter que de façon spécialisée et pas chercher à l'intégrer dans le traitement pour tous, parce que là, c'est plus 6 mois, c'est 3-4 ans. Hein. Et puis, on n'a pas les sous pour développer un produit qui sera utilisable dans 3-4 ans, concrètement. Mais avoir cette conscience plus globalement, de se dire à chaque fois, quand je fais quelque chose, comment je le fais pour le plus grand nombre et comment ça en bénéficie au plus grand nombre. Puis l'autre chose que je retiens, moi j'aimerais bien qu'on revienne dessus à un moment, c'est comment finalement on travaille plus près des gens qui ont besoin de ce qu'on fait. Moi ça m'a vraiment frappé quand tu as dit les enseignants, en fait, ils disent qu'ils sont formés à 75% sur le numérique et ils ne sont pas demandeurs en fait. Alors ça, moi ça me travaille parce que, à contrario, je suis persuadée, moi, effectivement je parle d'apprentissage du code, mais ce que tu dis est extrêmement vrai, c'est le numérique, c'est surtout, encore une fois, un outil qui permet d'apprendre mieux, d'apprendre plus vite, d'apprendre de façon différenciée. Quand on le met au service de la pédagogie, quand on le met au service de l'enfant, et normalement, les gens qui savent faire ça, c'est des enseignants. C'est eux dont c'est le métier de se préoccuper du mieux pour l'apprentissage des enfants. Et comment on peut amener donc les enseignants à prendre conscience du potentiel de ces outils-là et peut-être co-créer, être plus impliqués dans l'émergence de solutions
pour tous. Et après, après l'étape d'après, c'est comment, une fois que j'ai co-créé des solutions, comment je les passe à l'échelle. Ce qui est encore un autre sujet. Je vais répondre en deux temps parce qu'il y a quelque chose qu'a dit Lola qui est important et qui est passé comme ça. On a un pourcentage. Maintenant, on a un pourcentage. Pendant combien d'années on n'a pas eu ce pourcentage d'élèves différents? Et il y a eu un effort considérable de l'institution, qui a plein de torts, hein. On est très en retard, très, très, très en retard, mais de prise de conscience qu'il y avait des enfants qui étaient différents pour plein de raisons et qu'il fallait les prendre en considération. Et il y a encore plein, plein d'efforts à réaliser. Et c'est pas pour dire, voilà, maintenant qu'on on a pris conscience de ça, c'est bon, on a arrêté, on a tout fait, c'est pas ça. Mais je vais t'interrompre une seconde, mais c'est juste pour enrichir ce que tu dis, parce que je trouve ça hyper pertinent, se dire en fait que le fait de prendre conscience qu'il y a 10% d'élèves différents, peut-être que c'est une chance, une opportunité, parce que ça permet de prendre conscience que tous les élèves sont différents. En fait. Exactement. Et on revient sur, en créant des solutions qui prennent en compte les différences, on crée des solutions qui sont meilleures pour tout le monde. C'est exactement ce que je voulais dire, mais en ajoutant quelque chose. C'est qu'une fois qu'on a dit ça, et cette prise de conscience, ça ne veut pas dire qu'on a traité le problème, et notamment comment je reviens sur le marché de niche, parce que ça m'a travaillé, quand on sait qu'en réalité, dans la vie d'une personne, on peut devenir handicapé, quel que soit le handicap. Vous ne connaissez pas mon handicap, voilà, c'est un handicap qui ne peut pas se voir, et pourtant je le suis, et je ne vais pas le déclarer. Je suis sûr que vous êtes peut-être vous-même, vous êtes peut-être un handicap, et vous ne savez même pas. Et on a, et c'est une chance, aussi dans notre corps enseignant, beaucoup de personnes qui sont handicapées et qui n'osent pas le dire, pour plein de raisons. Parce qu'il y a un mythe, c'est que si vous êtes handicapé, vous êtes exclu du système pédagogique. Je ne sais pas d'où ça sort ce mythe-là, mais c'est un mythe qui existe encore, puisque quand on fait des recensements, il n'y a aucun handicapé. Hein. Il n'y a pas de handicapé. Mais même les aveugles ne sont pas handicapés, ils disent je vois, il n'y a pas de problème. Donc il y a un vrai problème de la reconnaissance du handicap. Et donc, le fait qu'à un moment dans ta vie, tu vas être handicapé, ça doit interroger. Déjà, le fait de le dire, le fait d'appréhender cette réalité, ça doit les saisir d'une décision qui est de dire comment je fais au quotidien pour accompagner cela. Certains vont avoir une autre problématique qui est leur handicap par rapport à tout ce qui est numérique. Là, je ne sais pas quoi, il y avait l'illettrisme et l'illectronisme. L'illectronisme, voilà, c'est un nouveau... L'électronisme. C'est donc l'illettrisme, mais pour le numérique. Alors, je trouve que la formule est hyper intéressante, parce que ça veut dire que clairement, on doit nous accompagner ces profs-là pour dire, pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Et travailler avec un outil numérique, ce n'est pas naturel si l'outil est complexe. C'est ça aussi qu'on a réalisé, c'est que les EdTech qui proposent énormément de services, proposent des services très compliqués à mettre en œuvre. Comment rendre simple l'utilisation d'une ressource numérique, un contenu pédagogique et le service associé, si c'est très compliqué? Je suis intervenu récemment au Grand Est où j'expliquais à un éditeur que pour moi, 14 pages de manuel pour utiliser un manuel pédagogique, c'était un bug conceptuel. C'est pas possible. Comment on peut dire aux profs, passez au manuel numérique, là, tu ouvres ton manuel, et là, non, c'est 14 pages avant même de savoir comment tu l'utilises. Non, c'est pas possible. Donc, il faut que ce soit intuitif, et je pense que les nouvelles ressources qu'on a actuellement permettent, numériques évidemment, pédagogiques, permettent d'arriver à ce stade-là où, en fait, ça va être intuitif. Et je pense qu'on est au bon moment pour le faire. Là, il y a une prise de conscience collective avec des outils qui sont simples à utiliser. C'est différent d'avant. Vraiment, et par exemple, c'est plus facile maintenant d'attirer
au-delà des 10-15% de profs geeks, voilà, parce qu'avant, il fallait savoir utiliser non seulement le matériel, le hardware, le matériel, mais aussi les softs qui allaient accompagner ce matériel-là, les logiciels, avant d'arriver même à l'utilisation de l'outil pédagogique. Là, on est pratiquement tout intégré et on a des solutions intégrées. Et plus ça sera simple, et plus on arrivera en réalité à permettre un enseignement par le numérique, un enseignement qui permettra donc de prendre en compte les différences, des parcours individualisés pour tout le monde et différenciés pour certains, en tout cas inclusifs pour tous. Et c'est ça qui est intéressant dans cette démarche-là. Mais la nécessité de simplicité, de rendre les choses simples, ça c'est vraiment fondamental. C'est vraiment ce que demandent les profs aussi. Ça me rappelle un tweet que j'avais vu passer au moment où il était question d'armer les enseignants dans les écoles américaines. Quelqu'un avait écrit celui qui veut armer les enseignants n'a jamais vu un prof de philo essayer de faire marcher un vidéoprojecteur. Voilà, c'est pas complètement idiot. Alors peut-être il y a des questions dans la salle à ce stade-là. C'est toujours un peu frustrant quand tout se termine. Alors, il y en a deux. Bonjour. Moi, je souhaiterais revenir sur l'aide que vous apportez donc aux différentes startups. Donc, effectivement, ce sont. C'est pour Monsieur Azuelos. Merci, Claude. Donc, en fait, vous aidez les startups souvent. Les tech, pas forcément des startups d'ailleurs. Ou les différentes solutions donc à émerger et puis aller surtout jusqu'au bout. Et en fait, ce sont des outils qui sont généralement reconnus d'intérêt pédagogique, qui ont une vraie aide pour les enfants à besoins particuliers. Et en fait, on s'aperçoit qu'au quotidien, les enfants ne bénéficient absolument pas de ces aides. Et comment est-ce que vous pouvez les mettre au service des enseignants et puis des élèves pour que ce soit inclusif et collaboratif? Alors, c'est très intéressant comme question, parce qu'en arrivant, j'ai voulu ressortir le label reconnu d'intérêt pédagogique. Et en fouillant, je me suis aperçu que ce label n'était pas mis en œuvre depuis environ 2 ans et demi. Voilà, alors il est suspendu officiellement. Il est suspendu officiellement. Et j'ai demandé, en arrivant, puisque je suis arrivé au mois de janvier, j'ai demandé au mois de février qu'on réfléchisse à ce qu'on remette en place ce label reconnu d'intérêt pédagogique. Pour l'instant, les personnes qui sont en charge de ça sont en train de me préparer des arguments, parce qu'évidemment, il faut des moyens humains et financiers que pour l'instant, on n'a pas. Donc, on va dégager des moyens de telle façon à ce que non seulement on puisse aider financièrement, mais qu'on puisse aussi utiliser ce label. Alors, c'est pour nous un enjeu fort. On veut le faire avec les associations professionnelles, donc qui regroupent les techs, de telle façon à ce qu'on puisse, que ce ne soit pas, comment dire, considéré comme le label pour les copains, vous voyez, ceux qu'on connaît. Nous, on veut quelque chose de vraiment très ouvert et transparent. Pour que ce soit très ouvert et transparent, ça c'est mon défaut d'acheteur d'avant, donc ça sera comme ça de toute façon. Il faut mettre des moyens, donc ça sera un petit peu long, mais on va le mettre en place, et si ce n'est pas en 2019, ça sera en 2020. C'est vrai que la plupart des startups ou des entreprises, j'aime pas tellement me dire startup. Tu as été la première à dire que tu n'étais plus une startup. C'est vrai qu'on ne sait pas où est la limite, mais la plupart des entreprises qui proposent ce type de solution, soit pour des besoins éducatifs particuliers, soit pour des besoins éducatifs tout court, ont souvent des démarches de recherche et développement, ont cette nécessité de prouver l'efficacité de leur solution. Donc, si un label venait couronner le tout, je pense que ce serait effectivement pas complètement idiot. Oui, c'est... Ou l'achat, le carnet de chèques. Alors, je vais quand même répondre à ça parce qu'on a été très critiqué. Quand on n'achète pas, on est critiqué. Et quand on achète, on est critiqué. Mais de toute façon, l'éducation nationale, vous êtes tout le temps Voilà. critiqué, c'est de base.
Donc, et d'ailleurs, c'est assez... Mais c'est pas grave. Je préfère qu'on soit critiqué pour des choses qu'on fait plutôt que pour des choses qu'on ne fait pas. Donc là, au moins, on est critiqué parce qu'on a acheté. On est des fois même critiqué parce qu'on subventionne. En tout cas, on essaie de comprendre ce que vit la filière. On essaie d'accompagner la filière EdTech. Pour nous, c'est un enjeu majeur pour permettre aux professeurs d'avoir une richesse d'offres, d'avoir le choix. Pour nous, c'est important que les professeurs aient ce choix. Après, la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne peut pas tout subventionner, on ne peut pas tout financer. Donc, on a décidé de priorités. Ces lignes, et on le doit à l'ensemble des techs, seront publiées. Et d'ailleurs, c'est le cas pour pas mal de choses, mais on va encore faire de la communication pour dire exactement ce qu'on va nous financer. On le fait systématiquement pour tout ce qui est appel à projet et évidemment consultation, appel d'offres. Après, je pense que quand on reviendra quand même au label, ça permettra quand même aux collectivités qui ont une responsabilité par rapport à l'achat et aux établissements qui ont aussi cette responsabilité parce qu'on donne de l'argent aux établissements et les collectivités donnent aussi de l'argent aux établissements, de débloquer je dirais, des moyens dans la mesure où ils ont le label éducation nationale. Ce qui nous est reproché aussi de ne pas avoir labellisé certains produits. Philippe, moi j'ai quand même une question par rapport à ça, parce que tu as dit en fait tu veux que les profs aient le choix, mais du coup, en même temps, c'est pas eux qui payent. Donc comment on fait pour qu'un prof il ait vraiment le choix? C'est-à-dire que c'est lui qui décide ce qu'il achète. Alors, on va revenir aux fondamentaux parce que justement, la dérogation, c'est bien que le ministère achète directement. Le principe, c'est que c'est le choix par le professeur et l'équipe pédagogique de l'établissement, et l'achat doit être fait au niveau de l'établissement. Donc, on travaille avec les comptables, les perdiens, les personnels de direction et les professeurs, donc notamment les professeurs de documentation, pour qu'ils connaissent l'offre l'offre de services et du contenu pédagogique, et que l'achat se fasse au niveau de l'établissement. Et ça, c'est un discours qu'on tient depuis maintenant environ 2 ans, que la direction numérique pour l'éducation donc tient depuis 2 ans, et on va développer encore ce discours-là en proposant des outils de telle façon à ce que la commande se fasse au niveau de l'établissement, au niveau de la collectivité, en tout cas au plus près du professeur. En tout cas, Philippe, tu démontres que la critique est très constructive et je remarque que le ministère est quand même très présent aujourd'hui, partenaire de cet événement. Et voilà, je trouve que tout ça est effectivement très constructif. Sur la question de l'achat, je rappelle juste qu'EdTech France avait proposé un chèque EdTech qui permettrait à l'enseignant. Enfin bref, on y reviendra un petit peu plus tard. Il y a une question par là-bas. Merci. Alors, soutenir une start-up, la soutenir dans son innovation, c'est lui laisser entreapercevoir un marché. Ce marché, s'il est structuré, il permettra l'investissement financier, l'investissement en termes de temps, d'énergie. La réalité aujourd'hui du marché de l'équipement de l'élève à besoins spécifiques, et que ce marché est solvable à travers ce que l'on appelle le matériel pédagogique adapté. Ce matériel est fonction de la notification d'une MDPH à l'Éducation nationale, qui donc oblige à fournir à l'élève un besoin spécifique. La réalité sur le terrain, c'est depuis l'origine de ce MPA, depuis 2005, l'Éducation nationale, à travers les rectorats, affecte des budgets de plus en plus restreints au MPA. Et donc, la tendance va sur l'équipement adapté pour l'élève est égal à un ordinateur. Un ordinateur, si possible, vide, ou en tous les cas, équipé de différents freeware que l'on a pu glaner sur le net il y a une dizaine d'années. Une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est une tendance qui s'étend sur l'ensemble du territoire.
Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on va mettre à peu près 15 millions d'euros en France sur le matériel pédagogique adapté, avec 60 à 80% du budget dédié au seul outil informatique qui va être issu de différents marchés publics bureautiques, donc avec des équipements aux standards bureautiques pour des élèves de CE2, CM1. Ce qui fait que quand vous avez ce type de tension budgétaire ou de solvabilité sur le marché, l'innovation ne se fait pas. Donc dans la réalité, quand on regarde à l'échelle européenne, voire mondiale, les sociétés qui ont réellement innové et percé sur le secteur des EdTech, il n'y en a quasiment aucune de françaises, si ce n'est des sociétés françaises qui vendent à l'étranger et qui rentabilisent les investissements qu'elles font sur notre territoire à travers des marchés étrangers. Or, il y a des budgets aujourd'hui qui sont sur, alors les livres papier, on l'évoquait tout à l'heure, on évoque le MPA, on évoque d'autres plans. On a un ensemble de financements disparates qui créent un marché obscur pour le nouvel entrant, voire freiné parce que le nouvel entrant qui voudrait arriver sur sur une région académique où un appel d'offres est déjà en place, eh bien, il ne peut pas, parce que l'acheteur public doit acheter dans le cadre d'un bordereau de prix unitaire ou dans le cadre d'un catalogue. Alors, je ne me suis pas présenté, mais ma société est titulaire de ce type d'appel d'offres. Mais je suis, comment dirais-je, un citoyen, un contributeur à l'impôt, et un petit peu dépité de voir l'ensemble de ces freins alors que le budget est réellement présent. Je suis convaincu que ce n'est pas un souci de budget. Donc soutenir l'innovation, créer de la visibilité pour le start-upper sur son marché et en face, diffuser l'information à ceux qui en ont besoin. Vous avez évoqué tout à l'heure que les enseignants n'expriment pas de besoins. C'est faux. Ils expriment des besoins, mais au bout de la 3e ou 4e expression de besoin réalisée et de la porte fermée de l'économe, par exemple, dans l'établissement qui leur dit « non, je ne peux pas mettre 10 € par an pour ces 5 élèves parce que je n'ai pas le budget », eh bien, la 5e fois, ils n'expriment plus le besoin. Donc, la réalité sur le terrain, c'est que vous avez aussi les enseignants qui n'expriment plus ce besoin parce qu'ils sont confrontés à des échecs sur des demandes préalables. Et l'innovation est aussi freinée par cette absence d'expression de besoin. Et quand le ministère de l'Éducation nationale soutient des projets, j'ai le sentiment, quand je vais sur le terrain, que ces différents projets soutenus ne sont pas connus par l'enseignant. Alors que nous avons en France, je ne sais plus, 350 ou 500 EdTech. Donc, il y a peut-être à mieux flécher certains financements et ensuite à mieux flécher la communication de l'existant vers la base, de façon à ce que l'enseignant puisse effectivement avoir accès à un ensemble de ressources existantes. C'est un peu la croix et la bannière, sincèrement, pour un enseignant d'avoir une liste exhaustive. Et ensuite, sur le terrain, j'ai le sentiment aussi que c'est difficile de mettre en place des journées pédagogiques avec la présence de sociétés commerciales. Alors, il y a des journées, l'Orme à Marseille ou Normandie Day, etc., qui sont excellentes, mais à une échelle encore plus réduite, c'est complexe. Vous êtes Monsieur Guégan, et on s'est au téléphone. Enchanté. Ouais, vous m'avez tenu le même discours au mois de décembre. À l'époque, j'étais directeur des achats, et vous avez dit, mais est-ce que vous avez candidaté ? Vous m'avez dit non. Mais, je ferme la parenthèse, non, mais pourquoi ? Parce que c'est très difficile en tout cas, ce que vous dites, c'est en partie vrai. Je vais vous dire pourquoi en partie vrai. Parce que quand vous dites qu'il y a moins de moyens, non, il y a plus de moyens, mais
il y a plusieurs, malheureusement, il y a un manque de visibilité sur ceux qui donnent les moyens, puisqu'il y a une répartition des moyens. Mais pour le handicap, il y a beaucoup plus de moyens qu'avant. Je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a moins de moyens. Non, c'est moins, c'est géré de façon particulière parce qu'il y a beaucoup de financeurs multiples, mais il y a plus de moyens. Donc ça, il faut peut-être faire ce procès-là de la difficulté du financement et d'où vient le financement, mais pas des moyens d'une façon générale. Et puis vous confondez, excusez-moi, deux choses. Vous confondez le matériel qui ne relève pas du ministère en tant que tel. Quand on intervient parce que généralement, il n'y a pas d'accompagnement, c'est en plus de l'accompagnement qui est fait au niveau local. Donc nous, on accompagne parce qu'il n'y a pas d'accompagnement local. Donc on lance des marchés pour nos personnels, et on a prévu les enfants, les élèves, parce que parfois, malheureusement, la collectivité ne sait pas ou délègue au ministère, à l'académie, le fait d'acheter. Mais c'est quand même différent en termes de... Voilà. Mais la direction numérique pour l'éducation n'intervient pas sur le matériel, elle intervient sur les outils, le contenu pédagogique et les services associés. C'est important de le dire, et je vous assure que dans ce cadre-là, il y a énormément d'innovation. Et on soutient toutes les EdTech, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur antériorité, à partir du moment où elles apportent une innovation supplémentaire à ce qui peut évidemment exister, et notamment en termes de handicap. Donc c'est important parce que ce que vous dites est totalement vrai sur peut-être le manque d'efficacité de la démarche. J'en dis ce qu'on vient pas. La preuve, c'est que quand vous dites qu'il y a beaucoup de démarches qui ne sont pas connues, je ne peux que vous dire oui. Il y a énormément de démarches qui ne sont pas connues, qu'on lance et qui ne sont pas connues par les professeurs. D'ailleurs, peut-être même le fait qu'on soit tellement présent aujourd'hui pour se faire fouetter, mais on est là, nous, on est là. Je veux dire, on est là parce qu'on sait que c'est important de vous écouter, de parler, de dire ce qu'on fait, mais c'est important de vous écouter. Et quand on va rentrer avec Patrice, on va dire, ben, OK, il y a du boulot, mais on va le faire, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas, comment dire, Camus disait, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. On ne peut pas, à un moment, fustiger tel ou tel comportement qui n'ont rien à voir avec notre action, d'accord, pour justifier qu'il y a un problème, notamment avec votre société, mais j'imagine que vous ne pensez pas à votre société là, vous pensez plutôt en termes de contribuables. En tout cas, en tant que citoyen, en tant qu'agent de l'État, nous sommes convaincus que nous devons agir, et agir maintenant. Tout à l'heure, Claude disait qu'il y a une urgence. Mais cette urgence, on la vit depuis des années. Nous sommes en état d'urgence à la direction numérique pour l'éducation. Mais la direction numérique pour l'éducation n'a que 4 ans. C'est ça la réalité aussi. Donc, il faut nous laisser un tout petit peu de temps. Et je trouve que par rapport à notre antériorité, on a fait quand même pas mal de choses. Maintenant, ça ne suffit pas et on va continuer. Une toute dernière question. Et finalement, non. Voilà, j'ai changé d'avis. Si. Oui. Non, je n'ai pas changé d'avis. Vous avez partiellement répondu à ma question tout à l'heure que j'avais posée avec la proposition de label pour favoriser, pour soutenir les startups visant l'inclusion des enfants à besoins spécifiques dont je fais partie, enfin l'entreprise en tout cas. Vous avez mis en place un procédé DUP qui est absolument génial parce que jamais sans ça, nous, on aurait pu développer notre seconde application qui est en cours de développement. Donnez le nom de votre société. Édition Chaviro, pardon. On a édité une première application qui s'appelle Des tonnes de tête. Là, on s'est débrouillé pour avoir les moyens pour la développer. Et Monsieur Renaud, en voyant le travail qui avait été fait en amont, m'a conseillé de proposer le dossier à la commission EduUp pour la seconde application. Alors, c'est une très belle aide. Ça m'a permis aussi en même temps de voir et par ce procédé-là,
qui oblige l'entreprise à monter un comité pédagogique, un comité scientifique. Et c'est franchement, c'est très bien parce que ça pousse dans les retranchements pour vraiment fouiller. Est-ce que l'idée est vraiment bonne? Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Enfin bon, voilà. Et alors, vous posez, donc ça c'est déjà excellent. Après, à nous, effectivement, de chercher, de démarcher. Quand vous parlez de la proposition de remettre en place un label reconnu d'intérêt pédagogique, c'est formidable. Et est-ce qu'il pourrait y en avoir un troisième? Parce que ce serait le relais. C'est-à-dire que là, moi, je suis en train de voir partout les adresses qui s'occupent de l'inclusion numérique auprès des enfants qui ont un handicap ou un trouble cognitif auprès des écoles. Qui est-ce que je vais voir? C'est les IEN, ASH. Comment je les contacte? Comment je vais les voir? Est-ce que je fouille tout le site EduScol? Je cherche dans chaque DESDEN. Enfin bon, c'est un parcours du combattant. Et en plus, je pense que ces adresses sont déjà pré-spammées, je ne sais pas comment, protégées. Donc du coup, voilà, c'était la troisième question, c'était le relais. Une aide financière, c'est génial. Une aide avec un label, c'est top. Et un relais, comment est-ce qu'on peut faire connaître? Parce qu'en fait, c'est ça. Si on a une aide, c'est fantastique. Si on a, mais si on ne peut pas se diffuser, ça peut être après de l'argent. Je suis en l'air, quoi, si on n'arrive pas à commercialiser. Voilà. Merci. Il y a eu 2 carrés, c'est un coup de fouet. Clac. Voilà. Non, je plaisante. C'est une Non, proposition constructive. C'est une très bonne remarque, puisqu'on se pose la question. Alors je suis content parce que il y a aussi bien EduHub que la personne responsable des expérimentations. Et justement, on veut mettre en place bientôt, j'espère, une plateforme qui va recenser l'ensemble des expérimentations et qui donnera les résultats des expérimentations, qui permettra non seulement à ceux qui font l'objet de l'expérimentation d'être connus de tous, mais aussi aux concurrents, de savoir quelles sont les orientations et quelle serait la marche à suivre pour répondre à nos besoins. En termes de relais, clairement, nous, ce qu'on souhaite, c'est exprimer que, déjà, le fait de dire que vous êtes reconnu d'intérêt pédagogique et le mettre en place, c'est-à-dire le publier et de donner une transparence par rapport à ça, c'est forcément donner une visibilité sur votre outil. Et puis ensuite, expliquer aussi qu'il y a il y aura des marchés pour lesquels on souhaitera que ça se fasse au niveau local. Et puis au niveau national, si ça doit être fait au niveau national. Mais il y a un autre point que je veux vous quand même évoquer. Quand on travaille avec les EdTech, il y a quand même plusieurs dimensions qu'on oublie. Parce que quand on lance des consultations, c'est comme Highlander, il n'en peut en rester qu'un. C'est-à-dire quand vous candidatez, il y a des concurrents et il n'y aura qu'un qui va gagner. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas compter sur les consultations uniquement pour vivre. Vous devez imaginer, d'ailleurs, c'est pour ça que dans EduHub, on ne finance qu'à hauteur de 50% de l'apport, d'accord? Parce qu'il faut qu'il y ait premièrement, et quand on rencontre les EdTech et qu'on regarde leur business plan, on regarde s'il y a du B2C, c'est important pour nous, donc une diversification du marché, et puis aussi à l'international. D'ailleurs, toutes les filières, les associations professionnelles ont un volet international. On ne peut pas imaginer un développement, et notamment, c'est aussi un point important pour le handicap, un développement d'un service, d'un contenu pédagogique en France sans imaginer le monde. Ce n'est pas possible. Donc, ça ne se peut pas se concevoir maintenant. Donc, du coup, aussi. Et d'ailleurs, on a apporté la preuve que ceux qui gagnaient nos marchés BRNE s'exportaient très bien à l'étranger. Donc, par exemple, vous pourrez aller voir le président de la FINEF, il sait très bien de quoi je parle. Et on arrête apparemment. Mais en tout cas, pour nous, c'est un sujet important de valoriser toutes les expérimentations ou tout ce qu'on peut faire avec EduHub. Bien, ce sera le mot de la fin. Sharon me fait
presque des gros yeux. Je vous propose, avant d'applaudir les intervenants de cette table ronde, qu'on applaudisse quand même Sharon, qui est la grande organisatrice de cet événement Startup for Kids, voilà, qui hier a ajouté une nouvelle photo d'elle à sa collection de photos avec ministres et secrétaires d'État. Là, on a tout un mur complètement mégalo. Enfin bref. Donc merci à tous d'avoir été présents pour les coups de fouet, pour les caresses, pour les échanges, pour la critique qui est positive. Merci à tous.